Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur NCI. À la une, la grève de 72 heures lancée par les chauffeurs de mini-cars Gbaka et de taxis communaux dans la commune de Yopougon. Les transporteurs reprochent à la police municipale des contraventions excessives. Tous les détails dans ce journal. Vent de panique ce mardi à Djoufou dans la commune de Port-Bouët. Plusieurs familles ont plié bagages et quittent les lieux, craignant une démolition les jours à venir. Ces événements interviennent après l'annonce du déguerpissement des habitants autour de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Et puis à l'étranger, Emmanuel Macron a annoncé à l'issue du sommet avec les présidents des pays du G5 Sahel, à Pau, l'envoi de 220 soldats supplémentaires au Sahel pour renforcer la force militaire française Barkhane qui combat les terroristes dans la région. Tout d'abord, ce mouvement de transporteurs qui a presque paralysé la commune de Yopougon au nord d'Abidjan. Certains transports en commun, notamment les mini-cars d'Igbaka et les taxis communaux appelés Woro-Woro, ont marqué un arrêt de travail, une grève de 72 heures pour dénoncer, selon les grévistes, des contraventions excessives appliquées par la police municipale. Cet arrêt de travail a paralysé l'activité de biens de citoyens de la commune. Le témoignage de Thiemé Dandje et Fulgence Kissiedo. Rendez-vous manqué à 9h au tribunal de Yopougon pour cette employée d'une entreprise de la place. À 8h57, elle est encore au carrefour Siporex. Ça peut faire au moins 15 minutes ici qui t'a mis KO. Demain, on parlait de la justice, il n'y a pas de Gbaka. À marcher, on va faire comment? On est obligé. On n'a pas le choix. On va faire comment? Les véhicules de transport en commun qu'elle cherche désespérément, les voici, les mini-cars Gbaka et des taxis Woro-Woro. Ce mardi, leurs chauffeurs ont laissé le volant. Ils protestent contre l'arrêté du maire Gilbert Kafana-Koné. Les contraventions décriées répriment à des infractions au code de la route d'un montant allant de 5 000 à 50 000 francs CFA. Le problème, c'est d'abord le problème des papillons là. Ça part de 5 000 à 50 000. En tout cas, pour des raisons, c'est vrai, on dit que c'est une lutte contre l'incivisme, mais il y a des problèmes de code, de la conduite dedans, mais les contraventions émises en tout cas par la police, ça part de 500 francs à 2000 francs, mais aujourd'hui nous sommes étonnés qu'on trouve de 5 000 à 50 000. C'est vraiment abusif pour les transporteurs. Sur le terrain, le mouvement fait des mécontents. Je viens de Dabou. Je vais au 40, je fais mes courses. Je viens m'arrêter ici, puis il n'y a pas de voiture. Taxi, même, on veut négocier, on dit 2000 pour aller au 40 pour aller là. En tant que Gbaka, on prend 100 francs. Est-ce qu'on sait ce qui se passe? Ça ne va pas. Ça ne va même pas. Laissez-les, ils vont travailler. C'est à cause de eux, nous, on vend l'eau. Comme les woyman, comme les barman. C'est à cause de eux, nous, on vend l'eau. Si elle n'est pas travaillée, on va faire comment? Mise en cause, la mairie se défend. Le nom de Yopougon rime avec les embouteillages à tout moment, en tout lieu et la mauvaise conduite. L'autorité publique ne pouvait pas ne pas réagir. Le monde du transport, c'est à peine 15% du parc auto de la commune. Tous les automobilistes sont concernés. Si vous ne voulez pas être frappé par la mesure, vous ne commettez pas d'infraction. Accusé de s'être arrogé des prérogatives qui ne relèveraient pas de ses compétences, la mairie fait des précisions. Selon la loi de la décentralisation portant attribution du maire, le maire est responsable du maintien de l'ordre, de la sûreté, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. C'est lorsqu'il aura la fluidité routière que le monde du transport pourra jouir des fruits de ses efforts. L'Ivoirien nouveau que nous voulons, c'est l'Ivoirien qui respecte les règles de la vie publique. Située au nord d'Abidjan, Yopougon est la plus grande commune de la Côte d'Ivoire. Elle compte officiellement 1 070 000 habitants sur une superficie de 154 km². Si la commune de Yopougon a connu une activité presque paralysée ce mardi, ce n'était pas le cas pour Port-Bouët, au sud de la capitale économique. Là-bas, un vent de panique s'est emparé du quartier d'Adjoufou. Plusieurs familles ont plié bagages et ont quitté les lieux, craignant une démolition. Les jours à venir, ces événements interviennent quelques jours après l'annonce du déguerpissement des habitants autour de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Pierre Dipomélin, Eric Kimon. Plusieurs camions sortent de ces rues d'Adjoufou, dans la commune de Port-Bouët, chargés de matelas, d'ustensiles de cuisine et d'appareils électroménagers. Ces populations à quelques centaines de mètres de la clôture de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny redoutent
une démolition imminente. Et là, on s'en va jusqu'à Mputo. Et de Mputo, on va déposer les bagages. Mes parents rentreront au village. Moi, comme étant jeune, je ne parle au village parce que je suis obligé de lutter. Donc, il resterai à Abidjan pour lutter. Mais à nos grandes surprises, les gens viennent, on dit ouais, on met une croix sur une maison là, et puis on nous dit, c'est le commissaire de police qui est venu avec ses éléments mettre la croix là, et on nous dit de quitter le quartier. En 48 heures. Oh, ça fait plus de 30 ans, 40 ans, on est dans ce quartier. 2 jours pour des humains, c'est un délai irraisonnable. Quels que soient les moyens que tu peux avoir, mais 2 jours pour te trouver un logement comme il se doit, toujours c'est pas raisonnable. À plus forte raison, pour des milliers de familles. Cette fois-ci, s'ils veulent nous chasser là, nous on n'a pas dit non. Mais ils n'ont qu'à nous donner au coin où on peut mettre nos têtes et nos enfants. C'est ce que moi je demande. Je ne demande rien. Il y a 5 enfants. Actuellement, la maman n'est pas là. Je suis le seul pour m'occuper de mes enfants. Je fais mes petits commerces. S'il n'y a aucune présence de bulldozer sur les lieux, ces marques rouges sur des bâtiments depuis la veille ont suffi pour déclencher la panique. Dans cette école primaire de près de 600 élèves, les enseignants inquiets sont en réunion de crise. On a près de 600 élèves ici et on ne sait pas où les mettre. Ça sera vraiment difficile. Nous, on voulait lancer un appel vraiment aux autorités de ce pays-là de penser à ces enfants-là parce que l'école est obligatoire en Côte d'Ivoire. Vraiment, il faut penser à ces enfants pour qu'ils puissent passer leur examen. Ne serait-ce nous donner peut-être 6 mois pour qu'on puisse passer les examens et après dégager de ces lieux-là. Suite au drame du jeune Barthélemy de 14 ans, trouvé mort dans le puits du train d'atterrissage d'un avion de Air France à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, le ministre du Transport avait promis de dégager une zone tampon autour de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Direction maintenant la ville de Sakassou, c'est dans le centre de la Côte d'Ivoire, à plus de 300 km d'Abidjan. La localité, non loin de Yamoussoukro, fait partie des endroits choisis par l'UNICEF et le ministère de l'Éducation nationale pour abriter l'une des premières écoles en plastique recyclé de Côte d'Ivoire. Des salles de classe inaugurées en 2018 qui font la fierté des élèves et des populations locales, comme nous le montrent nos envoyés spéciaux Yéli Traoré et Armel Zozo. Des salles de classe construites avec des plastiques recyclés pour des élèves du primaire et du préscolaire. C'est une initiative du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, dans des localités de la Côte d'Ivoire, dont Sakassou, ville du centre du pays. Une technique de construction écologique plus durable et moins coûteuse et qui offre à plus d'enfants l'apprentissage dans de meilleures conditions. Autre fait marquant, ces salles de classe fonctionnent à l'énergie solaire. Ici, à l'EPP, école primaire publique de Toumoudi, les enfants sont heureux de ne plus prendre leurs cours sous des paillotes exposées aux intempéries. Avant qu'on était en banco là-bas, quand il pleut, les serpents vont là-bas, les oiseaux, les grenouilles sont là-bas. Quand UNICEF a construit un nouveau bâtiment, on était très contents. Pour le directeur de l'établissement, la construction des salles de classe a littéralement impacté positivement la vie de la communauté scolaire, mais de toute la petite ville de Sakassou. Outre une amélioration du taux d'assiduité des enfants à l'école, les nouveaux bâtiments sont devenus une véritable attraction touristique. Nous sommes très heureux. Les enfants viennent régulièrement et ils sont assidus, ponctuels. L'école est devenue vraiment un site touristique et beaucoup de curieux viennent, quand ils viennent aux funérailles, les fêtes, quand ils descendent ici, ils viennent à l'école, ils viennent prendre des photos. La responsable du bureau éducation de l'UNICEF à Abidjan évoque le double objectif visé par l'UNICEF, protection de l'environnement et l'accès à l'éducation. Alors l'idée est très simple, c'est de vraiment s'assurer que l'éducation peut contribuer à la protection de l'environnement, à protéger notre planète et surtout à nettoyer l'environnement, nettoyer les villes, nettoyer les villages de la pollution plastique qui nous envahit pratiquement. Et il n'y a pas mieux que l'école pour régler toute cette situation dès le départ, au plus bas âge. À noter que l'UNICEF a construit d'autres classes dans les localités de Gonzagueville et d'Ivo. L'organisme onusien envisage d'étendre son projet à d'autres localités en construisant plus de 500 classes en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. C'est une entreprise sociale colombienne, Conceptos Plasticos, qui a développé la technique de transformation du plastique en matériaux de construction.
De retour à Abidjan, intéressons-nous à ce nouveau programme de lutte contre la pauvreté. Son nom, la chaîne nationale de solidarité, une nouvelle initiative qui vient s'ajouter aux nombreux programmes du gouvernement pour lutter contre la pauvreté. L'idée, c'est de mobiliser des fonds auprès des entreprises et institutions afin de venir en aide aux populations vulnérables. Un sujet de Roger Appé. Une initiative en vue de soulager les démunis vivant sur le territoire ivoirien. Un programme dénommé la chaîne nationale de solidarité vient d'être lancé en leur faveur. Il vise à mobiliser des ressources auprès des entreprises, des institutions et des personnes physiques afin de venir en aide aux personnes vulnérables. La cérémonie de ce jour revêt un caractère particulier car il s'agit d'un rendez-vous de la solidarité, du social et de l'humanitaire. La solidarité, c'est aider chacun à porter le poids de la vie et à la rendre plus facile. C'est pourquoi je voudrais exhorter ici et maintenant tous les acteurs sensibles à la solidarité à rejoindre le Fonds national de solidarité à travers la chaîne nationale de solidarité. Ces ressources collectées auprès des entreprises et institutions permettront au Fonds national de la solidarité de réaliser plus d'actions dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'eau potable, de construction d'infrastructures socio-communautaires de base au profit des personnes à faible revenu. Il s'agit principalement de la prise en charge médicale effective des personnes en situation d'urgence, de prise en charge scolaire des cas sociaux, d'appui en vivre et non vivre au profit de familles sinistrées par les catastrophes naturelles, par les incendies, les intoxications alimentaires et les conflits. Cette initiative, selon la ministre de la Solidarité, s'inscrit dans la démarche de l'État ivoirien pour lutter efficacement contre la pauvreté. Dans l'actualité économique, le bilan de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières pour l'année 2019, bilan dressé par le directeur général de la Bourse. Selon Edokossi Menunve, 2020 sera l'année de consolidation de la réduction de la tendance baissière. Le point de Salifia Lekwe et Tanguy Conan. 46 sociétés cotées, 54 lignes obligataires, 4 sous-cox cotés, plus de 300 000 titres échangés en moyenne journalière, près de 550 millions de francs CFA transigés en moyenne journalière. Tel est le tableau que présente la BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières pour l'année 2019. Ces chiffres ont été révélés par son directeur général, Dr Edokossi Menunve. De ce bilan, on retiendra une baisse du marché des actions. Quant aux perspectives, la BRVM prévoit l'admission d'une PME sur le 3e compartiment, le renforcement de la surveillance des transactions pour préserver l'intégrité du marché, la dynamisation du marché obligataire par la facilitation de l'accès des PME et le lancement de la bourse en ligne. Sur l'importance de cette dernière perspective, la digitalisation, le premier responsable de la bourse fait plus de précisions. Les experts prévoient, et je m'adresse aux associations professionnelles, qu'au cours des 10 prochaines années, ce sont des cybercourtiers, des cyber-asset managers que nous allons avoir, plutôt que des SGI classiques, traditionnels, et des sociétés de gestion classiques et traditionnelles. L'actualité économique dans la zone ouest africaine, marquée par la prochaine arrivée de la nouvelle monnaie ECO, s'est également invitée à ce bilan. Edokossi Menunve y voit une aubaine pour l'institution boursière. Si on a une monnaie unique, si on a l'ECO qui est utilisé en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria, le problème ne se pose plus, puisque tout le monde peut transiger dans la même monnaie, donc vous réglez vos transactions, que vous soyez ivoirien pour acheter Dangote ou que vous soyez nigérien pour acheter Unilever ici, vous allez payer en ECO. Donc le problème ne se pose pas. C'est pour ça que pour les bourses, c'est quelque part en matière d'intégration une bonne nouvelle d'avoir une monnaie unique. La BRVM est une institution financière spécialisée créée le 18 décembre 1996 dont le capital est souscrit par des acteurs économiques et des institutions de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Elle est commune aux 8 États de cette union qui regroupent le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.
À l'étranger, la diplomatie russe, qui s'était alliée pour l'occasion à la Turquie, n'a pas réussi à obtenir la signature du maréchal Haftar en vue d'un cessez-le-feu en Libye, en dépit de 8 heures de négociations à Moscou en présence de Fayez el-Sarraj, le chef du gouvernement libyen basé à Tripoli. Les négociations n'ont pas abouti. L'homme fort de l'Est libyen aura fait planer le doute toute la nuit. Il a finalement quitté la capitale russe sans signer l'accord négocié d'arrache-pied hier après-midi, après 8 heures de discussions. Des discussions qui ont tout de suite mal commencé puisque les deux acteurs du conflit ont refusé de se parler directement. Suite au retrait du maréchal Haftar des négociations, le président turc a décidé de lui infliger une leçon s'il n'arrêtait pas les attaques. Je vous propose de l'écouter. Nous n'hésiterons jamais à infliger au putschiste Haftar la leçon qu'il mérite s'il poursuit ses attaques contre l'administration légitime et contre nos frères en Libye. Autre pourparlers, cette fois pour lutter contre le terrorisme dans le Sahel. Emmanuel Macron a annoncé hier, à l'issue du sommet avec les présidents des pays du G5 Sahel à Pau, l'envoi de 220 soldats supplémentaires pour renforcer la force militaire française Barkhane qui combat des terroristes dans la région. On fait le point avec Yéli Traoré. La France a convié les présidents des 5 États membres du G5, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad, à un sommet hier et aujourd'hui à Pau dans le sud du pays. Objectif, redéfinir plus clairement les objectifs militaires, politiques et de développement de la lutte commune contre les groupes terroristes sévissant dans la région. Avant ce sommet, Emmanuel Macron estimait ambiguë l'attitude des présidents burkinabés et maliens au sujet de la présence des soldats français critiqués par une partie de l'opinion publique de ces deux pays. Le président français indique ne pas comprendre les amalgames au sujet de l'opération Barkhane. J'entends beaucoup de choses sur les réseaux, dans les déclarations. J'entends beaucoup de gens dans votre pays qui disent tout et n'importe quoi. Demandez-vous par qui ils sont payés. Demandez-vous quels intérêts ils servent. Moi, j'ai mon idée. Mais que ces gens-là disent qui se fait tuer pour leurs enfants. Moi, je sais qui est tombé pour la sécurité des Maliennes et des Maliens, des Nigériens, des Burkinabés, des soldats français. 3 jours avant ce sommet, 1 millier de Maliens ont manifesté vendredi à Bamako pour réclamer le départ des troupes étrangères, en particulier de la force française Barkhane. L'annonce de ce sommet avait été mal ressentie par beaucoup dans la région, qui l'avaient perçue plutôt comme une convocation. Le but de cette manifestation, on veut vraiment chasser la France de notre territoire. Parce qu'on a vu que la politique démagogue de la France, ça ne nous plaît pas. Donc on veut un soutien fort au Congrès. Donc même l'administration, leur mandat et leur on veut que ça soit remplacé par le mandat de G5 Sahel. Le président burkinabé, à contrario, évoque une nécessaire coordination des différentes forces sur le terrain, spécifiquement dans la zone des 3 frontières, Mali, Burkina, Niger, où les attaques sont récurrentes. Le premier point que je voudrais noter, c'est la nécessité que nous puissions coordonner l'ensemble des opérations des différentes forces sur le terrain et concentrer ces actions-là, je dirais, sur le fuseau centre. Parce que nous avons constaté que depuis un certain temps, au niveau du fuseau centre, Mali, Burkina, Niger, c'est là qu'il y a les attaques les plus atroces qui ont été constatées. Selon l'ONU, plus de 4000 personnes ont été tuées dans des attaques terroristes en 2019 au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Ce sommet convoqué à l'initiative de la France a été l'opportunité pour les autorités françaises de demander une clarification aux membres du G5 Sahel concernant la présence française sur leur territoire au titre de la lutte contre le terrorisme. L'envoi de 220 soldats supplémentaires français semble donner le signal d'une entente mutuelle entre la France et les autorités du G5 Sahel. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal.